Salut, c'est Marion Denis et vous écoutez Jeune et Brillant. Un podcast qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs envies, mais aussi leurs moments de vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Aiden, bienvenue sur Jeune et Brillant. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce nouvel épisode sur la dépression et l'anxiété. Comment ça va, dis-moi ? Bah là, ça va super. Difficile d'aller mal. Dans ce cadre idyllique. Ouais. C'est magnifique. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement, s'il te plaît ? Assez rapidement. Bah ouais, je m'appelle Aiden, j'ai 29 ans, j'habite à Londres, je travaille dans le vin. Ok. Voilà. Moi, c'est un peu spécial pour moi parce que c'est le premier épisode où je vais m'ouvrir. Parce que d'habitude, je suis tout le temps en tant qu'intervieweuse. Mais je me disais, qui de mieux que toi pour parler un petit peu de tout ce qu'on a traversé étant plus jeune. Comme on va parler de dépression et d'anxiété, bon, c'est pas joyeux, mais on s'en est sorti quand même. C'est quoi les premiers moments de ta vie quand tu étais plus jeune où tu as senti que tu étais peut-être en dépression ou anxieux, au choix? Au choix. Pour moi, l'anxiété et la dépression, elles se sont toujours manifestées différemment. Ok. L'anxiété, pour moi, c'était plus la sensation de ne pas pouvoir faire des choses et surtout pas pouvoir faire des choses seul que d'autres faisaient très simplement sans se poser de questions. J'ai l'impression qu'à moi, elle me coûtait beaucoup. Comme quoi, par exemple ? Je sais pas, à 18 ans par exemple, quand je suis parti faire mes études, des fois j'avais l'impression que sortir faire quelque chose tout seul. Genre faire des courses ? Aller faire son linge, c'était dur. Ok. Alors que la dépression, c'est quand même beaucoup plus introspectif. Mais en termes d'âge, je crois que j'ai commencé à me sentir déprimé vers 10-11 ans. Ah ouais ? Ça fait tôt, non ? 10-11 ans, et comment ça se traduit ça du coup à 10-11 ans d'être... Bah tu sais, c'est des pensées négatives en cercle un peu. Tu sais, tu rumines, ça s'arrête pas, tu te dis ouais, ça je vais jamais pouvoir le faire, je serai toujours comme ça. Tu seras toujours comment ? Je sais pas, te sentir seul ou triste. Tu te sentais incompris ? Ouais, beaucoup. Et t'arrivais à te connecter quand même à d'autres camarades de classe, par exemple, parce que t'étais à l'école du coup vers 10-11 ans. Mais si je regarde, de toute façon, les amitiés que j'ai eues, surtout entre le collège et le lycée, c'était souvent avec des gens qui avaient un penchant. Ah ouais ? Je pense, ouais. Okay. Ou du moins qui pouvaient comprendre un peu ces subtilités-là. Du coup, moi, tu m'inclus dedans ? Forcément. Parce qu'on se connaît depuis la 6e. Ouais, faut le dire. Ok, et comment tu fais face à ça à 10-11 ans ? Est-ce que tu fais face à ça d'ailleurs, ou est-ce que ça te bouffe un peu la vie ? Donc, ouais, je pense que c'est difficile. Déjà, c'est difficile à exprimer. Et c'est difficile à rationaliser aussi. T'es pas sûr de ce qui se passe, tu sais pas si c'est un trait de personnalité ou... Bon, ouais. Maintenant, la manière dont on parle de la santé mentale, on sait que c'est comme une maladie comme toute autre. Et à l'époque, c'était pas vraiment le cas, ouais, c'est vrai. Un peu moins, je pense. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai mes premiers moments où tu vois, tu dis 10-11 ans, moi c'est carrément, je crois, 6 ans. Ah ouais ? Ouais. Bah tu sais, mes parents se séparent quand j'ai 5 ans et demi. Et là, je me retrouve en fait à vivre avec mon père à 6 ans. Et ça, c'est un coup dur pour un enfant. Et déjà, à ce moment-là, je me rends compte que mentalement, c'est compliqué, quoi. Je dois vivre avec des choses qui sont pas censées, je pense, arriver à un enfant. Même si maintenant, c'est assez courant, en fait, que les parents se séparent assez tôt, divorcent et tout. À mon époque... Bon, j'ai 30 ans, mais c'était il y a déjà 25 ans au final. C'était pas aussi courant que ça, finalement. Et en plus de ça, j'ai eu ce truc aussi de vivre avec mon père. Et ça, pour le coup, c'était pas courant du tout. Et ça l'est même toujours pas, j'ai l'impression. Et tu te retrouves à 5 ans et demi, 6 ans sans ta maman. Donc là, je sens déjà qu'il y a un petit terrain de bad qui s'installe.
Mais est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience à 6 ans ou c'est rétrospectivement en regardant en arrière tu t'es dit ah oui je crois que c'est là où ça a commencé? Je crois que j'en avais déjà conscience, ouais, parce que en fait quand t'as 6 ans t'as pas le droit de... Mes parents ils sont passés devant un juge pour la garde, pour ma garde, et à 6 ans t'as pas le droit de choisir, tu dois attendre tes 13 ans pour choisir avec qui tu veux vivre. Et je me rappelle avoir 6 ans et vouloir vivre avec ma mère, mais ne pas avoir le choix en fait, tu vois. Donc là déjà je me rendais... Enfin, je pense que j'étais déjà consciente que ça allait pas en fait. Et même si mon père s'est très bien occupé de moi et que... Bah en vrai, il a été au top et tout, bah t'as quand même ce manque et au final en grandissant cette peur de l'abandon qui, tu sais, qui s'est un peu multiplié, enfin qui s'est un peu agrandi quoi en moi et beaucoup de et qui s'est un peu installé aussi avec mes relations amoureuses quoi. Genre là je suis allée voir des psys et tout donc ça va mieux, je travaille sur ça, mais c'est vrai que avant je m'accrochais à n'importe quel homme qui ne enfin n'importe quelle personne, je pouvais m'accrocher à lui, et en plus de ça, genre juste l'idée on allait se quitter par exemple à un moment donné, tu vois, parce qu'on vit pas ensemble ou quoi, bah ça me mettait dans un état d'anxiété de ouf quoi. Donc je crois que ça a commencé très tôt tout ça. C'est dingue tous ces trucs qu'on développe dans l'enfance et qu'on se traîne jusqu'à tard dans la vie. Ouais mais de ouf. Et en vrai je me sens hyper chanceuse d'avoir 30 ans et d'avoir réglé la plupart de... Enfin non j'ai pas tout réglé, mais en tout cas je me sens bien dans ma vie aujourd'hui et j'ai su avancer avec mes traumas et tout. Et je me sens hyper chanceuse déjà d'avoir déconstruit tout ça. Alors qu'il y a des personnes qui se réveillent à 35 ans et qui se rendent compte que... Ouais, ou plus tard, ou même toute leur vie. Et que ça ira pas toute leur vie, quoi. Donc au final, je me sens assez chanceuse. Et je pense que plus tôt on s'occupe de ce genre de choses, et plus tôt ça sera mieux, et plus tôt on pourra kiffer la life. Complètement. Enfin bref, voilà, on a parlé un peu de moi, c'est la première fois que je le fais sur le podcast. Tu te sens comment? Bah ça va, franchement, tous mes collègues vont savoir les moindres détails de ma vie. Mais bon, ça va. Enfin bref, du coup, ouais, 10-11 ans, toi t'es un peu... tu sens déjà que t'es bien... Est-ce que tu te sens différent? Ah oui, complètement. Bon, ça vient aussi du fait d'avoir grandi en étant gay. Tu sais que t'es gay depuis toujours? Ouais, mais ça c'est une question qu'on me pose. Et les gens sont toujours choqués, mais moi je le sais depuis que j'ai 4 ans. Ah ouais, les gens sont choqués, pourquoi? Parce que je pense que quand il s'agit de l'homosexualité, les gens tendent à la sexualiser beaucoup. Ouais. Ah ouais, donc en mode... Donc pour eux c'est normal que les petits enfants hétéros à 4 ans ils ont des amoureux, des amoureuses. Mais quand c'est que t'es gay, forcément c'est sexuel, alors que pas du tout, c'est juste de l'attraction telle que l'on... De la tendresse, de l'amour, ouais. Comme tout le monde quoi. Mais bon, après il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de leur sexualité à 14, 16, 18, 25 ans. Ouais. C'était pas moi. Non. Toi c'était 4 ans. Ok, donc t'es à la maternelle et tu te sens déjà un petit garçon différent quoi. Oui, mais jusqu'à un certain âge, c'est pas trop un problème. Les enfants ont pas trop conscience encore des insultes, des préjugés là. Ouais. C'était en arrivant, j'ai grandi dans le Lot, à 8-9 ans, que là j'ai vraiment commencé à prendre conscience que j'étais différent et que j'étais le seul. Ok. Et comment tu le vis ça? Bah mal. Mal. Bon, après je me suis fait des amis, j'ai trouvé des gens avec qui être. On accrochait, on se comprenait peut-être pas sur ça et je l'ai dit assez tard. Donc de toute façon c'était pas une question, mais qui m'appréciait pour autre chose que ça. Ok. Ouais, il faut. Mais c'est dur, hein. Après, j'ai jamais été... t'entends des histoires de gens qui se font persécuter par rapport à leur sexualité en enfance, où c'est violent, où c'est de l'acharnement tous les jours. Bon, moi, ça va, c'était quelques remarques de temps en temps, mais ça te forme. Et je trouve que ça te prédestine à... Ouais, jusqu'à tard...
t'es obligé de survivre avec cette situation et dans ce contexte, donc du coup, bah, tu mets des murs ou... Ouais, est-ce que tu développes une sorte de défense un peu ? C'est sûr. Genre tu deviens méchant quoi. Bah, soit tu deviens méchant, enfin t'attaques avant qu'on t'attaque ou... Bah, ou tu te renfermes complètement, je sais pas, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens Ouais. j'ai rencontré des gens qui l'ont toujours très bien vécu aussi. Ça dépend des caractères, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait penser aussi au fait que moi j'ai toujours été en surpoids et quand j'étais au collège, vu que je me sentais différente, alors que maintenant aujourd'hui quand je vois les photos, je le trouve pas forcément, tu vois, mais je me sentais différente et du coup j'étais obligée de développer plus ma personnalité, mon sens de l'humour. Et aussi un peu attaquer les gens quoi. Malheureusement je me rends compte que j'ai été très méchante avec certaines personnes, mais parce que j'avais peur qu'on m'attaque moi et du coup j'attaquais d'abord quoi. Et du coup ça peut faire des enfants c'est vrai que souvent les harceleurs sont des enfants qui ont peur d'être harcelés ou qui ont été harcelés quoi. C'est sûr. Donc voilà, là on est quoi ? On est 10-11 ans, on était un peu dans la période collège. Et comment ça se passe avec ta famille ? Waouh. C'est intense comme question. Ouais, c'est intense. Justement, je dirais, à peu près à cette même période, j'ai commencé à avoir une relation très conflictuelle avec mon père. Ouais. Où on s'entendait pas du tout. Et surtout, on s'appréciait pas. Ah ouais ? À ce point ? Oui. Je pense que tu peux t'aimer sans t'apprécier. Tu ouais. vois. Ça a énormément évolué depuis, hein. Maintenant on s'entend très bien. Je t'aime pas. Mais je pense que j'ai toujours porté en moi d'un côté la peur que mes parents apprennent et de l'autre une colère qu'ils le sachent pas et qu'ils me le fassent pas sentir que c'était pas grave. Ouais. Et lorsque j'ai fait mon fameux coming out, ce fameux à l'âge de 21 ans, toutes les frayeurs que j'avais se sont réalisées. Ok, c'était quoi ces frayeurs ? Toutes les questions que mes parents auraient pu avoir, tu vois. La vision du monde qu'ils avaient et la vision de l'homosexualité, en fait c'était ça. Celle que j'avais peur qu'ils aient, c'était celle qu'ils avaient. Et quand t'es à 21 ans, ça fait genre 3 ans que j'habitais à Paris, je commençais juste à kiffer. M'accepter, tu vois, je rencontrais les gens et direct ils savaient, tu vois, je le cachais pas. Et de devoir eux leur faire toute cette éducation et prendre sur toi, c'est pas facile. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui ça va mieux ? Oui, beaucoup mieux. Mais ça a été long ? Ça a été long, oui, et il fallait complètement changer mon mode de pensée en me disant en fait au final c'est aussi quelque chose qui leur arrive à eux. Ouais. Mais bon, il faut avoir la patience pour le faire, ça, parce que c'est pas non plus eux qui vivent avec, donc. Et tu dirais que toutes ces dépressions, cette anxiété, c'est lié à un peu ce secret que tu as gardé ? À 100%. Après, je pense qu'il y a sûrement d'autres choses. Je suis pas psychanalyste. Psychanalyste, mais c'est sûr. Je pense que porter un secret pendant 18-21 ans, ça peut que bouffer une personne. Hein. Et donc toi, tu nous l'as pas dit dans ta présentation, mais t'as 3 sœurs. Oui. Et justement, est-ce que tu en avais parlé à tes sœurs ? Est-ce qu'elles voyaient que t'allais pas bien finalement ? Parce que t'habitais avec elles ? Oui, je pense qu'elles le voyaient. Je sais pas. Ça, c'est aussi un truc. En fait, moi, je pense que ma dépression, elle prenait beaucoup de. En fait, je pense que pendant très longtemps, et vu que j'ai jamais vraiment fait de thérapie à cet âge-là, beaucoup de symptômes de ma dépression, jusqu'à moi, je me demandais si c'était pour qu'on me voie et pour qu'on s'inquiète pour moi. Ah ouais, tu t'étais dans ce questionnement-là. Est-ce que en fait... Je savais pas si c'était réellement des choses que je ressentais, ou si je le faisais un peu en tant que mise en scène. Je pense que c'était un peu des deux au final. T'avais envie d'être un peu au centre de l'attention ? Et c'était pas tellement je voulais être au centre de l'attention, c'est que je voulais qu'on s'occupe de moi en fait. Ouais. Je voulais qu'on m'aide. C'était un appel à l'aide, voilà. Une bouée à la mer. Ok, et ça, tes sœurs, elles l'ont ressenti. Est-ce qu'elles t'ont aidé ou est-ce que tu t'es pas ouvert à elles, quoi ? Je me suis jamais ouvert à elles sur ces trucs-là.
Mais pourquoi ? Tu te sentais pas assez proche, pas assez en confiance ? Bah, je pense que on était tous des écarts d'âge de 2 ans. Ouais. Donc, du coup, on était tous un peu dans le même microcosme. Je pense que c'était dur de prendre du recul. On allait au même collège. Ouais. Et tout le monde, en fait, quand t'es adolescent, au final, chacun a ses tracas, ses problèmes. C'est sûr. Et du coup, tout le monde pense un peu à soi. Et finalement, tu peux être le frère ou la sœur qui en fait des caisses et personne s'intéresse à moi. En fait, ça se trouve, elle ressentait, elle, les mêmes choses pour elle-même. C'est possible, hein. Donc, ouais, compliqué. Ouais. Ok. Mais mes parents, par exemple, jamais, hein. Et j'ai demandé une fois à ma mère est-ce que je peux aller voir un psy. Et elle t'a dit quoi ? Mais t'avais quel âge ? J'avais 17-18 ans, je pense. Ah ouais. Et elle t'a dit non ? Oui. Mais pourquoi ? Bah, je pense que pour elle, c'était pas nécessaire. Mais peut-être que c'est pas dans son éducation aussi. Parce qu'il y a. Et c'est à ça à 100%. Mais je trouve que c'est le pire truc que tu puisses faire, en fait, quand quelqu'un arrive à te demander De l'aide, ouais. De lui refuser, ouais. Ouais. Compliqué. Et tu lui en as voulu ? Oui. Enfin, oui. Mais bon. Je me doute aussi qu'elle a fait du mieux qu'elle ait pu. Et Ouais. Ok. c'était pas... Et du coup, t'as fini par aller. Est-ce que t'as déjà commencé une thérapie ? Alors, très récemment. Ah ouais ? Enfin, très récemment, l'année dernière. Ok. Avant ça, j'avais fait genre 4 sessions de thérapie. Plus jamais. Plus jamais comme ça. Je pense que le plus dur quand tu commences une thérapie, c'est de trouver le bon thérapeute. Mais t'avais pas fait de la TCC ? TCC. En anglais, c'était TCC, non, c'est thérapie comportementale. Cognitive. Ouais, Oui, voilà. j'ai fait ça. Ça, c'est ça que j'ai fait le plus récemment et qui, moi, m'a beaucoup apporté. Mais avant ça, j'en avais fait une qui était une thérapie. Tu peux nous dire ce que c'est un petit peu ? Ouais, la TCC, bon, je suis pas un expert, hein, donc, mais en gros, c'est déconstruire un peu ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on a certaines émotions. Moi, par exemple, justement, c'était lié à l'anxiété, et c'était comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on est anxieux, déconstruire un peu ça, ce qui se passe dans notre corps, et faire des exercices en fait pour un peu reprogrammer le cerveau à pas avoir ces effets de l'anxiété de manière si forte. Ouais, donc c'est une thérapie assez courte sur vraiment des symptômes physiques, quoi. Ouais. Comme les crises d'angoisse, par exemple. Oui. Ok. Ça m'a beaucoup aidé, mais je peux comprendre que c'est peut-être pas ce dont tu as besoin que quelqu'un d'autre. Ouais. De toute façon, quand tu fais de la TCC, normalement, les psys, ce qu'ils te disent, c'est de faire une thérapie longue à côté avec un psychologue, quoi. Surtout que c'est important, je pense, même si c'est compliqué parce qu'il y a des périodes de notre vie où on est trop à fleur de peau pour rentrer dans ces traumatismes et tout ça, mais c'est quand même important de le faire pour vraiment en sortir, parce que sinon, en fait, moi j'ai l'impression que la TCC c'est bien sur un moment donné, mais sur le long terme, il y a forcément des symptômes qui vont finir par revenir, en fait. Oui, en fait, ça apprend à se contrôler un peu. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon psychiatre aussi, parce que j'ai eu... pour le coup, moi, j'ai quand même eu un tempérament assez dépressif toute ma vie. J'ai fait une dépression de mes 18 à mes 19 ans. Où vraiment, moi, les caractéristiques, c'est mais je pense que toi aussi, Hayden, on est passé un petit peu par les mêmes trucs. C'est typiquement, t'es dans ton lit pendant 3 jours et tu t'es incapable d'en sortir. Et tu ouvres pas les volets, tu te laves pas, tu changes pas les draps, voilà quoi. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas, d'autres qui mangent pour combler. Moi, je me suis rendu compte que je mangeais énormément pour combler un peu un vide que j'avais en moi. Et ça, je m'en rends compte. En fait, je m'en suis rendu compte récemment que j'avais un vrai problème avec la nourriture. En fait, que c'était hyper lié à ma santé mentale. Ouais. En fait, moi, je pensais que je mangeais et que j'étais grosse. Enfin, non. Après, enfin, bref. Je pensais vraiment que je mangeais parce que j'étais une bonne vivante. Et oui, je suis une bonne vivante, je suis une épicurienne. Mais il y a aussi une partie de moi qui mange pour combler, en fait. Parce que en fait, là, je suis dans une relation de couple saine, avec qui ça se passe super bien et tout. Et j'ai réussi pour la première fois de ma vie à avoir une bonne relation avec la nourriture, tu vois. Alors que je me rends compte que ça m'était jamais arrivé de ma vie, et je me rends compte qu'il y a encore des petites faiblesses et des petites failles, parce que par exemple quand on va pas être ensemble pendant 2 jours,
Bon, là, c'est pas pareil parce qu'on est en vacances ensemble, on est tous ensemble et tout, donc je suis pas seule, tu vois. Mais si je me retrouve seule à l'appart pendant 2 jours, bah, je vais avoir des envies de manger de ouf. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas sain ta relation avec la nourriture, tu vois. Et j'ai pas mal travaillé sur ça ces derniers temps. Et les gens se sont pas mal inquiétés pour moi parce que justement, je mangeais moins et genre, j'ai perdu pas mal de poids et tout. Alors qu'en fait, ils se sont inquiétés pour moi, mais au final, bah ça va beaucoup mieux, tu vois. C'est juste que c'est un changement de comportement, donc forcément c'est un peu bizarre, mais finalement je me rends compte que je suis beaucoup plus voilà, je sais pas pourquoi je suis partie sur la nourriture, mais c'est aussi un grand pan de notre santé mentale, quoi, quand même. Et je pense que quand ça se passe bien et que t'as une relation saine à quelque chose, tu le sens. Ouais, de ouf. Ouais, donc voilà. Ouais, moi j'ai été pas mal en dépression, donc pas sortir du lit, tout ça. Mais ces dernières années, j'ai commencé à développer de l'anxiété alors que Ah oui, mais moi c'est pareil. Je savais pas du tout ce que... En fait, tu sais, quand on était plus jeune, on disait tout le temps « Ah, tu me donnes de l'anxiété et tout ». Mais on savait pas. On savait pas. On savait pas ce que c'était vraiment. Et en fait, c'est vraiment horrible. Si tu devais choisir... Si je devais choisir entre la dépression et l'anxiété, je choisirais la dépression. Ah ouais? Non, mais je sais pas, mais l'anxiété, c'est vraiment un truc qui... Enfin, la dépression aussi, tu me diras, mais l'anxiété... Moi, j'ai des symptômes physiques qui sont horribles, genre comme si j'allais mourir, tu vois. Je suis persuadée que je vais mourir. Donc là, justement, avec mon psychiatre, j'ai fait quand même un gros travail et j'arrive à sentir l'arrivée de l'anxiété bien avant qu'elle s'installe. Donc j'arrive un petit peu à l'arrêter, et encore que c'est pas tout le temps, il y a encore des fois où ça prend le dessus, tu vois. Mais honnêtement, j'ai rien vécu de pire, hein, franchement. Hein. Genre, on se rend pas compte. Et même, tu vois, quand j'entendais des gens il y a 5 ans dire « Ah, j'ai fait une crise d'angoisse et tout », mais je me rendais pas compte à quel point c'est horrible de vivre avec ça. T'as l'impression que t'es sur le point de mourir, en fait. Bah ouais, t'es sur le point de mourir, et genre, combien de fois, ça j'en parlais aussi avec un autre ami, combien de fois on a appelé les pompiers. Toi, t'es arrivé à ce stade ou pas d'appeler les pompiers? Moi, j'ai appelé les pompiers, honnêtement, ces 3 dernières années, j'ai dû les appeler genre 10 fois. Je te jure, j'avais carrément peur de me faire cancel par les pompiers, genre en mode c'est bon. Et le jour où il m'arrive un vrai truc, t'es sûr que je vais crever, genre sur mon canapé, parce que personne viendra me chercher. Je te jure, putain. Et attends, le temps qu'ils arrivent, t'étais encore en train de... Ah ouais, le temps qu'ils arrivent, je suis encore en crise d'angoisse. Et elles sont sévères, toi. Ouais, ah oui. Et genre en fait, la crise d'angoisse, elle ne passe pas tant que le médecin me fait pas l'électrocardiogramme et qui me dit il n'y a rien à l'électrocardiogramme, tu vois. Donc franchement c'est lourd à porter quand même. C'est quand même dingue que juste tes pensées arrivent à déclencher ça dans ton corps. De ouf. Et je me suis dit, en fait tout est lié aussi, tu vois, je me suis dit tout est lié, j'ai fait beaucoup de dépression dans ma vie, j'en ai mis certaines sous le tapis un peu, tu vois, en disant parce que... Ça là on n'y pense pas trop. Ouais, genre en mode ça y est, tu sais ça va mieux, bon bah ciao quoi. Je suis soigné. Ouais, de ouf, alors qu'en fait t'es pas du tout soigné et au bout d'un moment je pense que ton corps... tu sais, pète un câble et dit bah là je pense qu'il faut vraiment que tu fasses quelque chose, et tant que tu feras pas cette putain de thérapie longue bah je vais te faire des frayeurs pareilles quoi. Et du coup ça, et toi je sais pas si ça te fait ça, mais moi j'ai vraiment développé un rapport à mon corps qui est hyper enfin, ou je sais pas si c'est de vieillir, mais moi je suis tellement, en fait les crises d'angoisse, j'ai eu tellement des symptômes justement où j'ai cru que j'allais crever, ou que maintenant je suis devenue hypochondriaque, et ça j'en parle avec mon psy, même mon médecin traitant et tout est lié, tu vois, parce que t'as des symptômes où t'as l'impression que tu vas crever, du coup bah tu deviens hypochondriaque, le moindre truc t'es en surécoute de ton corps, tu vois, genre moi j'ai une petite douleur dans le bras, je fais un infarctus, j'ai une migraine, j'ai une tumeur au cerveau, enfin tu vois ça va pas du tout quoi. Mais rassurez-vous, on se soigne de ça. Parce que là, ça peut être effrayant un peu, mais... Toi, t'as déjà eu des crises d'angoisse ? Alors, je pense que je suis pas à ton level d'anxiété parce que j'ai fait qu'une seule crise d'angoisse. Ok. Et trop bizarre. C'était... J'étais au taf, au bureau. C'était quelques mois après qu'on ait fait la reprise après le Covid. Ouais. De retourner au bureau. Je me souviens, j'avais mes AirPods en mode... tu sais... Genre t'enlèves le bruit extérieur ? Oui, t'enlèves le bruit extérieur. C'était le midi et je sais pas, j'étais en train de lire un livre sur un canapé. Et là, tu sais, je sens que des gens venaient s'installer à côté de moi. Et ça a commencé à me monter.
J'ai cru que j'allais mourir et je comprenais pas pourquoi ça venait en fait. Palpitations et tout? Ouais. Horrible. Au travail, horrible. Et t'as fait comment du coup pour... J'ai attendu que ça passe. Ok. J'ai respiré. Mais c'est horrible parce qu'en fait chaque pensée est inquiétante. Donc du coup tu sais, tu montes crescendo. Ouais, en fait ça surenchère dans ton cerveau, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. C'est un cercle vicieux. Donc si vous voulez des petits conseils, si vous avez des crises d'angoisse, parce que c'est important aussi sur ce podcast de donner des petits conseils aux personnes qui nous écoutent, faites de télécharger, bon, ça paraît bête, mais télécharger Respirelax ou Petit Bambou, c'est des applications qui vous permettent de faire de la cohérence cardiaque et en gros ça va vous aider à respirer et à faire baisser les battements de votre cœur et du coup vous aurez plus cette impression de tachycardie qui est tout simplement horrible parce que tu as l'impression que tu vas mourir. Y a ça, y a aussi le fait de faire une activité physique, ça paraît bête, mais en vrai moi ça m'a beaucoup aidé, je me suis mis à la natation, ça fait 1 an et demi maintenant, et le fait de libérer de l'endorphine, ça permet de permettre à l'anxiété un peu de pas arriver en fait. Y a ça, il y a aussi le fait d'avoir une bonne alimentation, en vrai, de manger plein de vitamines. Je sais que ça paraît trop bête ce que je dis, mais c'est... Non mais c'est tout l'hygiène de vie en fait. Manger plein de nutriments, de fibres, de vitamines. Ça, pas trop boire d'alcool. Je sais que c'est difficile parce que en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que souvent quand t'as un tempérament dépressif et anxieux, t'as tendance à aller plus facilement vers tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, tout ce qui est cannabis aussi. Oui, tout ce qui va te permettre à ton cerveau de se calmer un peu quoi. Ouais, et en fait ça va calmer sur l'instantané et encore pas forcément. Mais après ça va empirer votre anxiété, donc évitez tout ça. En fait la clé c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie et surtout de faire une bonne thérapie en vrai, hein, franchement. Ouais, je pense que si quelqu'un fait de l'anxiété de manière chronique, il faut consulter. Si vous avez un peu d'argent, payez-vous une bonne thérapie. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a quand même, après le Covid, la Sécu qui a mis en place 10 séances de psy gratuits. Et je crois qu'on peut y accéder sur psy.com ou psy.fr, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais en gros, tu peux trouver des psys qui sont autour de chez toi et qui acceptent de faire des séances gratuites remboursées par la Sécu. Il n'y a même pas besoin de faire d'avance de frais, donc ça c'est pas mal en vrai quand tu es étudiant, un peu fauché et tout. Ouais. Après 10 séances, ça règle pas les traumas d'une vie, mais c'est déjà un bon début en vrai. Oui. Et sinon, vous avez aussi les CMP. Qui sont dans vos villes et dans vos quartiers si vous habitez à Paris. C'est un centre médico-psychologique et là vous pouvez appeler, je vous mettrai le numéro aussi, le numéro non en fait moi je vous mettrai le CMP, le nom dans la description, mais en gros vous appelez, vous avez rendez-vous avec une infirmière et selon les symptômes que vous avez, après vous pouvez rencontrer un psychologue ou un psychiatre et puis il vous suit et c'est totalement gratuit et vous pouvez appeler quand vous voulez. Si par exemple la nuit vous faites une énorme crise d'angoisse, il y a des lignes d'écoute avec des personnes qui sont prêtes à vous écouter, à vous donner des conseils et tout, donc ça c'est vraiment pas mal. En fait il y a énormément de choses, de ressources qui peuvent aider, auxquelles on n'est pas forcément au courant. Des fois on a l'impression d'être un peu seul, on va chez le médecin traitant et le médecin traitant nous donne du Xanax. Alors c'est très bien de prendre des anxiolytiques quand il y a besoin, mais en vrai c'est quand même aussi dangereux parce qu'il y a une forte accoutumance quand même aux médicaments. Toi t'as déjà pris des médicaments? J'ai pris des bêta-bloquants, c'est comme ça que ça s'appelle? Je sais pas. Ça j'ai pris, ça m'avait... C'est quoi des bêta-bloquants? C'est genre des anxiolytiques? Non. Ça agit en fait sur ce qui déclenche l'anxiété, je crois. Ok. J'avais pris ça à une période justement, suite à la crise d'angoisse que j'ai faite. Là, j'avais vraiment des symptômes physiques de l'anxiété assez hardcore, donc j'ai fait ça pendant un moment. Mais après, ça allait mieux. Et quand j'ai fait ma thérapie... mais genre les médicaments que t'as pris, c'est comme des anxiolytiques, c'est genre sur le moment tu le prends et ça te calme quoi. Oui, mais il me semble que c'est différent. Ok. Et il n'y a pas de problème d'accoutumance, etc. Ok. Mais bon, ça reste une solution pansement entre guillemets. Ouais, bien sûr. C'est de pouvoir gérer ça naturellement et surtout d'arriver aux origines du problème. Ouais, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ?
Et du coup, maintenant, comment toi tu te sens là, en ce moment? Tu te sens bien? Ouais, franchement, je me sens hyper bien. Et quand je regarde le chemin que j'ai fait, parce que des fois, je trouve qu'on est très dur Avec nous-mêmes, ouais. avec nous-mêmes. Mais par exemple, maintenant, quand je commence à avoir c'est des relents un peu dépressifs, je les stoppe, quoi. Je fais des choses qui me font du bien, que je sais vont me faire du bien. Genre quoi, Voir par des gens, exemple? sortir, faire des activités, Ouais, t'arrives des à... draps, enfin, tu Ouais, vois, prendre soin de toi. ok. Mais vraiment, pour le coup. Et pareil pour l'anxiété, éviter de, par exemple, boire trop d'alcool. Si tu sais que ça va te mettre trop mal le lendemain, Ouais. ne le fais pas. Et tu penses que c'est quoi qui t'a fait trouver un peu cet équilibre? Parce que c'est dur, en vrai, de justement pas boire d'alcool, parce que tu sais que ça va pas te faire du bien, mais en fait, des fois, tu sais, la tentation peut être trop forte aussi. Bah tu sais, c'est à force de trop se brûler, il y a un moment où t'apprends quand même. Hein. Bon, Ouais, après pour des gens ça arrive pas ou ça arrive plus tard. ouais, Mais c'est vraiment avoir compris et intégré ce qui te fait du bien. ouais. Après bon c'est pas tout le temps, hein. Des fois ça m'arrive De rechuter. vite et d'être, tu vois, déprimé pendant 4 jours, mais je sais que ça va pas durer pour toujours. Ouais. Et tu donnerais quoi, toi, comme conseil à un jeune qui est déprimé et qui pense qu'il va jamais s'en sortir, tu vois, et que la vie ne mérite pas d'être vécue? Bah, alors je sais que c'est hyper cliché et je pense que c'est la dernière chose que les gens ont envie d'entendre quand ils traversent ça, mais c'est que ça va pas durer pour toujours et que ça va aller mieux. Ouais, Euh, Après, je suis pas expert sur la question, donc donner des conseils, se faire suivre, je pense, demander de l'aide et pas forcément aux parents, à un prof, je sais pas, l'infirmière du collège, du lycée. Mais bon, après, je regarde que ce soit toi ou moi, combien de fois on a demandé de l'aide à des gens qui nous en ont pas donné. ouais, de fou. Mais trouver quelqu'un qui va pouvoir aider. Ouais. Justement, ça me fait penser, là, la remarque que tu fais, combien de fois on a demandé de l'aide et qu'on nous a pas aidé. Est-ce que t'as pas eu l'impression aussi à des moments que on a été un peu... Enfin, tu sais, pas nous personnellement, mais en règle générale, les gens déprimés, dépressifs ou anxieux, on n'a pas été stigmatisés, tu vois. Si. Et puis je pense surtout que les gens le prennent pas forcément au sérieux, vu que c'est quelque chose qui se voit pas. Euh, Quand tu vois que ça coûte 10 fois plus à quelqu'un de faire quelque chose que toi tu considères comme hyper simple, Ouais, des fois tu dis que c'est de la mauvaise foi, ouais. mais ça ne l'est pas. Mais en fait, ça l'est pas du tout, ouais. Moi, j'ai le sentiment d'avoir été un peu... qu'on prenait pas au sérieux. Enfin, je pense que pendant mes années collège-lycée, par exemple, j'ai un peu mis ça sous le tapis parce que je sentais que dans ma famille, c'était pas... Enfin, je parle du côté de mon père et tout, avec ma belle-mère et mes deux demi-frères et sœurs, je sentais qu'il n'y avait pas vraiment la place pour moi de montrer cette partie de moi, tu vois ce que je veux dire? C'était pas un vrai problème. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai un peu refoulé tout ça pendant quelques années et j'ai l'impression que ça m'a repété à la gueule après, tu vois. Et c'est souvent ce qui arrive en vrai. Donc, s'il vous plaît, même les parents, si vous nous écoutez, genre, écoutez vos enfants, prenez-les au sérieux parce que sinon, ça va forcément, genre, leur retomber dessus à un moment et en plus, ça vous retombera dessus parce qu'ils vous en voudront. C'est sûr. Donc, au final, genre, ne perdez pas trop de temps en vrai. Et surtout, en fait, il n'y a pas de honte. Je me souviens plus c'est quoi les statistiques, mais je crois que c'est une personne sur 3 a une dépression dans sa vie. Donc en fait, ça touche énormément de gens. Ouais, littéralement tout le monde en vrai, quasiment. Et si t'es pas atteint de dépression, je crois que t'as 9 personnes sur 10 pour le coup qui est atteint au moins une fois dans sa vie de symptômes de dépression. Donc qui a pas une dépression, mais forcément dans votre vie vous allez forcément avoir des symptômes de dépression ou d'anxiété au moins une fois. Donc en vrai, prenez ça au sérieux. Ne négligez pas ça, c'est super important parce qu'après on s'en sort pas en fait et on se retrouve avec des personnes à 50 ans qui pètent complètement un câble. Ouais. Et si c'est pas... Enfin, déjà il y a pas mal de jeunes qui se suicident, mais il y a aussi des personnes plus âgées et en fait, évitons d'en arriver là quoi, en 100%. Vrai. Et je repense à ta question où tu m'as demandé qu'est-ce qui t'a poussé maintenant à pas donner dans la dépression, dans l'anxiété, etc. Ouais. Pour avoir côtoyé des personnes qui ont été en dépression sévère et sérieuse.
Ouais. Ça te fait prendre la santé mentale très au sérieux. Et tu dis, ça fait très très peur. Ouais. Donc tout ce que tu peux faire, en fait c'est comme aller à la salle, aller faire du jogging, en fait prendre soin de ton corps physique et ta santé mentale c'est important. Ouais. Et en vrai, quand tu parles de qui? Tu parles de Hugo? Enfin, j'ai pas envie qu'on rentre dans les... Non, mais plusieurs personnes, que ce soit pendant le Covid par exemple, c'était vraiment l'hécatombe. J'ai l'impression qu'une personne sur 3 a développé des troubles mentaux assez compliqués. Et d'avoir vécu ça, ouais, c'est dur. Et ça fait peur. Donc tout ce que tu peux faire pour prévenir, faut le faire. Ouais, et ça l'est encore en vrai parce que moi, pour en avoir pas mal parlé avec mes médecins et tout, ils me disent que les jeunes post-Covid, tout le monde fait de l'anxiété quoi, parce que ça a été très dur comme période quand même. Oui, c'est dur de re-sociabiliser après. Ouais, et est-ce que dernière question, parce qu'après on va finir ce petit podcast parce qu'on est en train de cramer. Ouf. C'est plus compliqué de gérer est-ce qu'on est plus propice aux addictions quand on a un tempérament dépressif ou anxieux? Je pense, tu l'avais mentionné tout à l'heure, mais c'est sûr. Et je me souviens plus où est-ce que j'ai lu ça, mais c'est quelqu'un qui disait qu'en fait c'est un mécanisme de défense très rationnel au final. Tu vois, ça a des effets positifs pendant un temps. Ouais, instantané. Donc c'est normal de le faire. En fait, il faut pas trop se juger ou être dur avec soi-même pour avoir ça. Mais force est de constater que ça dure pas longtemps et après t'as l'effet inverse. Ouais, ça décuple tout quoi. C'est dur. Il faudrait que je le fasse plus, mais méditer. Ça a été prouvé scientifiquement. Ouais, moi aussi. Yoga, tu fais toi, non? Yoga un peu, ouais. Ce qui est assez méditatif, mais vraiment se poser, méditer. Si c'est dur à faire, si vous fermez les yeux et que vous sentez que c'est la dernière chose que vous avez envie de faire, ça veut dire que c'est ce qui va vous aider le plus. Ouais, c'est vrai. Ok, merci beaucoup Hayden. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir ce petit podcast? Un rétablissement complet, non, je sais pas, de passer un bel été, de pas s'inquiéter, de prendre soin de soi. Prenez soin de vous les amis, merci beaucoup d'avoir suivi Jeune et Brillant. Je vous embrasse très fort, je vous donne plein d'amour parce que voilà, c'est les vacances, d'habitude je vous en donne pas trop, je suis plus conventionnelle. Mais voilà, on est en vacances, c'est la série d'été, voilà. Bye. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org. Bye.